Donc ce soir, nous nous retrouvons autour de la conférence Travailler autrement. Donc à notre table se trouve Émilie Bourdu, donc, qui est chef de projet à la Fabrique de l'Industrie depuis 2012. Donc elle y réalise notamment des études économiques et organise des événements dans le cadre de la Fabrique. Docteur en sciences économie, elle a obtenu donc son doctorat à la faculté de Poitiers, dont le thème, je vais vous donner le nom exact de la thèse, évaluation des dispositifs institutionnels territoriaux sur les marchés locaux du travail, donc avec une spécialisation sur le marché public régional de formation professionnelle en Poitou-Charentes, c'est dit. Et auparavant, elle a été donc diplômée d'un master en aménagement du territoire et du développement économique et local. Voilà. Ensuite, donc juste à côté, Titouan Lejeune, qui est étudiant en première année en classe préparatoire ECT, donc ici au lycée Turgot. Je suppose qu'il a des connaissances dans la salle. Et donc, qui représente sa classe avec Audrey... qu'est-ce que je raconte ? Avec Constance Aurore, donc ici présente. Ensuite, monsieur Pierre-Henri de Menton qui va modérer cette conférence et qui est directeur délégué chez Challenge. Ensuite, se trouve à côté de nous Yves Troussel, qui est directeur RSE, SSE et projet du groupe Aigle International. Désolée pour... désolée. Et ensuite, monsieur Jacques-Gabriel Artero, désolé, qui est président de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC depuis 2006, membre du Conseil d'orientation et de la fabrication de l'industrie, donc qui organise avec nous cette conférence ce soir. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à monsieur de Menton. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser comme ça. On va d'abord laisser parler les étudiants lycéens, parce qu'ils sont en prépa. Ils vont travailler en entreprise bientôt, peut-être, je ne sais pas. Ils vont nous expliquer ça. Et puis ensuite, je reprends la parole pour qu'on débatte un petit peu, nous qui sommes un petit peu moins jeunes, qui avons un petit peu d'expérience en entreprise. Et puis, assez rapidement, on va vous laisser la parole, qu'on ait une bonne demi-heure de débat pour profiter du fait qu'on soit un peu entre nous ce soir, pour pouvoir débattre donc sur la façon de travailler autrement en entreprise, peut-être en dehors de l'entreprise, chez soi pour l'entreprise, etc. Ça bouge beaucoup dans les modes de management en ce moment. On va comprendre pourquoi. Mais alors d'abord, je voudrais demander à Constance Aurore, un petit peu, qui a travaillé, je crois, avec l'ensemble de sa classe sur ces sujets, un petit peu ce qui est ressorti. Est-ce que vous attendez de l'entreprise? Est-ce que vous n'attendez pas de l'entreprise? Merci. Donc, je m'appelle Constance Aurore Dubo. Je suis en prépa pour intégrer, à la suite des 2 années, une école de commerce. Donc, avant de vous dire ce que travailler autrement veut dire pour moi et une partie de la classe, je voudrais tout d'abord vous présenter quelques chiffres qui posent question à la façon dont nous travaillons aujourd'hui. Donc, selon l'Institut Gallup, en France, il y a 9% de salariés qui seraient engagés, c'est-à-dire actifs, proactifs et motivés, 65% qui seraient désengagés, donc pas réellement actifs et en quête de sens, et 26% qui seraient activement désengagés. Nous pouvons aussi observer une augmentation du burn-out. Selon l'Institut de la veille sanitaire, et entre 2014 et 2015, le niveau de stress a augmenté. 79% des managers évaluent leur niveau de stress à 7 sur une échelle de 0 à 10, contre 40% en 2014. Donc nous pouvons voir une évolution de 40 points. Le burn-out et la dépression est accompagné d'un taux d'absentéisme assez élevé. Donc là, nous voyons un lien de causalité entre les deux.
Et la vie professionnelle empiète sur la vie privée. Un cadre sur 4 avoue consulter ses mails pendant ses vacances. Donc, je vais développer ce qu'est travailler autrement en 2 points. Donc, d'abord, favoriser la mixité et ensuite le bien-être. Donc, pour moi, travailler autrement, c'est avant tout favoriser la mixité à tous les niveaux. Donc, d'abord, la parité homme-femme. Lors de la journée de la femme, donc le 8 mars, différentes statistiques ont été publiées, notamment le 10% d'écart de salaire entre les deux. Mais toutefois, je voudrais souligner une progression, une évolution positive dans certains grands groupes tels que AXA, où 26% de femmes au sein du conseil d'administration et du conseil de surveillance. Je souhaiterais qu'il y ait plus de femmes encore dans ces instances, telles que Elisabeth Badinter, qui est présidente du conseil de surveillance chez Publicis, Sophie Belon, qui est présidente du conseil d'administration chez Sodexo, ou encore Elisabeth Kocher, qui est directrice générale d'Engie. Toutefois, les problèmes de mixité ne se limitent pas au sexe des salariés. Ils relèvent aussi également du milieu social et culturel d'origine. En France, nous pouvons constater une discrimination au niveau des origines, notamment dans les conseils d'administration et de surveillance du CAC 40. Donc la diversité regroupe plusieurs choses, l'origine, la région, le quartier, le pays ou encore la culture. Néanmoins, je voudrais de nouveau souligner une progression. Donc, nous trouvons 22% de personnes issues de diversité au sein du conseil d'administration et de surveillance d'ArcelorMittal, qui est sans doute due à la volonté du fondateur qui est lui-même d'origine indienne, et aussi dans certains groupes français tels que Renault ou Danone, qui respectivement à 15% et 14% de personnes issues de diversité selon le conseil représentatif des associations noires. Par ailleurs, en plus d'encourager la mixité homme-femme et la mixité sociale, culturelle et ethnique, les entreprises devraient faciliter l'accès au travail pour les personnes handicapées. Pour terminer sur ces points importants de la mixité, je voudrais ajouter la nécessité d'une cohabitation entre les jeunes et les seniors sur le marché du travail qui ne peut être que productif. Le taux de chômage chez les jeunes actifs est élevé aujourd'hui à 24% et l'emploi temporaire touche plus de 50% des jeunes actifs. L'emploi chez les seniors, le taux d'emploi chez les seniors a lui évolué. En 2008, il était de 37% et en 2015, il est de 49%. Alors, rejeter les seniors et ne pas intégrer les jeunes serait contre-productif alors que l'un a l'expérience professionnelle et l'autre a les diplômes et l'énergie. Ainsi, pour moi, travailler autrement, c'est avant tout une entreprise où on trouve une égalité des chances d'accéder à un poste de cadre. Donc, peu importe son sexe, son origine, son milieu social, son handicap ou son âge, l'entreprise idéale pour travailler autrement serait une entreprise où seules les compétences d'un individu seront prises en compte, c'est-à-dire là où règne l'égalité des chances et la mixité. Cette mixité a pour but l'épanouissement et le bien-être du salarié au sein de l'entreprise et cela créera la performance au sein de l'entreprise. En complément de ces points fondamentaux, le bien-être du salarié me semble devoir être une priorité. Le bien-être du salarié aura pour conséquence plus d'engagement. Donc, cela générera plus d'efforts et le travail sera de qualité. Le taux d'absentéisme diminuera et le turnover aussi. Le bien-être est un levier de performance et de productivité pour l'entreprise. Il est rentable pour lui et c'est un facteur de différenciation, comme nous pouvons voir dans l'entreprise Google, qui est très convoitée par les demandeurs d'emploi. Il y a différentes manières de produire le bien-être chez les salariés, donc je vais vous mettre en avant ce qui me semble indispensable. Donc, d'abord, donner du sens à son travail, favoriser le dialogue entre salariés, managers et dirigeants, et pouvoir concilier la vie professionnelle et privée. Un salarié doit pouvoir s'épanouir dans son travail. Pour qu'un salarié s'engage dans son travail, il faudrait lui accorder plus d'indépendance, d'autonomie, de responsabilité et, si possible, négocier pour avoir des horaires modulables. Donner du sens au travail, c'est aussi favoriser l'innovation. Une entreprise ne peut pas satisfaire ses salariés, une entreprise ne peut pas satisfaire ses clients si les salariés ne sont eux-mêmes pas satisfaits.
Merci beaucoup pour cette mise en bouche. Alors c'est un peu effrayant, il y a 9% seulement des salariés qui se déclarent engagés dans leur entreprise. Voilà, tout ça est un peu... Enfin bon, il y a des choses qui vont bien quand même. Bon, vous me rassurez. Alors je vais laisser la parole maintenant à Titouan pour poursuivre sur un petit peu ce que vous avez, votre réflexion sur ce sujet du travailler autrement. Major. Alors, dans un premier temps, Constance Aurore a partagé les idées de la classe à travers justement la mixité, à travers le bien-être au travail. Et je vais vous parler, moi, du coup, des idées de la classe qui, justement, se regroupent à travers le progrès, les conditions de travail, la hiérarchie en entreprise, ainsi que le télétravail. Dans un premier temps, le progrès, ça rejoint un petit peu ce que Constance Aurore nous disait tout à l'heure à propos du bien-être. Nous pensons en effet que le progrès doit être au service du bien-être. Alors qu'est-ce qu'on entend par progrès? On entend forcément un monde qui bouge, un travail, un monde du travail qui bouge énormément avec l'apparition de nouveaux emplois. Et nous pensons en fait que l'éducation doit suivre ce mouvement. Et donc que l'enseignement doit être adéquat, et donc il est important, même primordial pour nous, d'apporter un enseignement qui est en relation avec ce monde du travail qui évolue énormément. Quand on évoque le progrès, on évoque aussi le progrès d'un point de vue géographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile pour un travailleur, comparé à il y a 50 ans, de travailler par exemple à l'étranger ou de travailler à l'étranger à travers notamment des voyages d'affaires, des missions à l'étranger, mais aussi de complètement partir à l'étranger pour aller y travailler. Et nous pensons en fait que continuer à favoriser cette démarche est essentiel pour un monde du travail futur. Concernant les conditions de travail, nous pensons qu'il est nécessaire de mieux considérer le salarié. Alors comment est-ce que cela peut se faire? Par exemple, à travers la mise en place d'un management, plus participatif. Alors, le management participatif est quelque chose qui a déjà été mis en place dans plusieurs entreprises, mais continuer à le favoriser et continuer à le mettre en place dans diverses entreprises semble pour nous être essentiel. Cela peut être à la fois bénéfique, certes, pour l'employeur, mais aussi pour l'employé. De plus, on pourrait aussi accorder plus d'autonomie aux salariés à travers justement l'exemple, je vais me pencher sur l'exemple de Netflix, une société qui a proposé justement, qui en fait n'accorde pas de durée maximale de congé à aux travailleurs. Alors qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait la société Netflix est assez a confiance en ses salariés et pense que l'ensemble des salariés sont soucieux de la réussite de l'entreprise pour ne pas trop profiter justement de ces congés illimités, et donc il y a une certaine marque de confiance de l'entreprise envers les travailleurs. On a aussi évoqué, concernant les conditions de travail, la mise en place justement d'activités et d'associations, comme on peut le voir dans plusieurs... alors, si on se penche sur le modèle américain, notamment sur Google, on peut voir que le modèle américain propose par exemple aux salariés plus facilement des associations, des activités, et on pense que c'est un atout qui justement permettrait l'épanouissement au travail du salarié, qui pourra par exemple continuer de fréquenter ses collègues de travail, mais à travers non pas son travail, mais à travers des activités autres qui sont justement par exemple le sport ou le théâtre, diverses activités, et cela favoriserait aussi la communication informelle. Enfin, on s'est aussi, concernant les conditions de travail, rapproché du modèle asiatique qui a une certaine avance concernant la communication, concernant les nouvelles technologies. Et nous pensons en fait que cette avance que certains pays d'Asie possèdent est un avantage qui aujourd'hui leur est bénéfique, et rattraper notre retard en France semble être un point important qu'il faudrait souligner. Pour évoquer ensuite la hiérarchie en entreprise, nous pensons qu'une meilleure connaissance de l'entreprise de la part du dirigeant est un effort à poursuivre. Alors, je ne vais pas au long de l'ensemble des dirigeants, mais certains dirigeants peuvent continuer justement à, par exemple, faire des visites d'usines, à favoriser le dialogue avec les salariés,
ou tout simplement à visiter les locaux. Nous sommes penchés aussi sur la question de l'entretien annuel obligatoire qui nous semble qui nous semble pas assez fréquent justement, et mettre en place un entretien de façon plus fréquente peut-être un point important à aborder. Ou alors mettre en place des entretiens à 360 degrés où justement une personne évaluerait à la fois ses pairs et à la fois ses supérieurs ou les gens avec qui il travaille. Enfin, concernant l'entreprise, on s'est aussi penché sur le fait d'organiser des divers échanges entre entreprises. Alors je m'explique. Organiser des échanges qui permettraient justement d'échanger sur les méthodes de travail, sur la vie en entreprise, sur l'organisation, et faire en sorte que ces échanges soient organisés avec plusieurs entreprises, peut-être assez intéressant. Enfin, nous sommes aussi penchés sur la fameuse question du télétravail. Alors le télétravail, qu'est-ce que c'est ? Le télétravail consiste à travailler depuis son domicile ou depuis un lieu extérieur au lieu de travail. Et on en est actuellement à un stade expérimental en France, c'est quelque chose qui se développe. Et alors le télétravail nous présente des avantages mais aussi des inconvénients. Concernant les avantages, on peut notamment noter un avantage économique avec le fait qu'il y ait moins de coûts et d'occupation d'espace. Ça peut être donc très intéressant pour les startups. Et il n'y a par exemple pas de voiture de fonction pour une personne qui va travailler en télétravail de façon régulière. Mais il y a aussi un avantage social. Le fait de favoriser du coup de l'autonomie, le fait de proposer du télétravail est une marque de confiance de la part de l'employeur envers son employé. Donc ça rejoint l'amélioration des conditions de travail étant donné que le salarié travaille depuis son domicile par exemple. Et il s'agit aussi d'un sujet d'actualité parce que si vous prenez par exemple un travailleur qui va tous les jours faire 2 heures de transport, le télétravail lui économise 2 heures de transport par jour. Et en ce moment, c'est vrai qu'on est dans une période d'élection présidentielle et énormément de personnes veulent supprimer les 35 heures pour passer sur un modèle de 39 heures par exemple. Le fait de travailler en télétravail et d'éliminer justement ce temps de transport, peut-être des heures supplémentaires soit pour travailler, mais aussi pour avoir plus de temps libre pour le salarié. Enfin, il y a aussi un avantage social qui est que le télétravail est positif pour l'environnement, étant donné que les temps de transport sont justement fortement réduits. Et ça s'accompagne justement de ce qu'on souligne en ce moment sur la responsabilité des entreprises, la démarche RSE, le fait que les entreprises doivent être responsables, notamment vers l'environnement. L'environnement qui est un enjeu de plus en plus présent et qui va l'être de plus en plus durant les années à venir. On peut cependant aussi reprocher quelque chose au télétravail, c'est le fait que le télétravail marque justement l'arrêt de la relation qu'on pourrait avoir avec ses collègues et ses dirigeants. Travailler en télétravail, c'est travailler depuis chez soi, mais c'est aussi travailler seul. Et donc l'un des inconvénients serait de ne pas fréquenter justement plus souvent ses collègues ou les dirigeants. Nous avons donc convenu que dans la classe, nous pensons donc que le télétravail peut être une chose à mettre en place, mais de façon plus ponctuelle, une journée par semaine par exemple, peut être assez intéressant. Enfin, pour conclure, nous pensons que le fait de travailler autrement en fait, demande avant tout une chose qui est la volonté, mais que pas mal d'éléments sont en fait déjà présents. Certains facteurs sont à trouver, mais certains facteurs sont déjà présents. Et il ne nous suffit juste plus qu'à les développer. Alors merci beaucoup. Il suffit de les développer, c'est pas toujours évident. Alors moi j'avais 2 petites observations et puis une question avant de vous laisser la parole. Les 2 petites observations, d'abord c'est une petite page de pub pour vous dire que vous voyez, on avait fait, je sais pas si vous voyez, on avait fait une de Challenge, Vive le travail autrement. C'était il y a tout juste 1 an. C'est pour dire que ces sujets, c'était une très bonne vente d'ailleurs. Ces sujets sont au cœur de l'actualité. La semaine dernière, on a fait un autre dossier qui a été un petit peu du même genre, qui s'appelait Débrancher, autour du droit à la déconnexion, sur lequel on reviendra peut-être. L'autre observation, c'est qu'il y a... Donc on retrouve effectivement un certain nombre de choses que vous avez dites dans ce dossier, sur les entretiens individuels, sur le télétravail, l'organisation.
Il y a des sociétés qui ont été très loin. Il y en a une, vous parliez des modèles américains, il y en a une qui s'appelle Zappos. Zappos, c'est un vendeur de chaussures sur Internet qui a été racheté par Amazon. Il y a 1500 salariés, ça fait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une grosse boîte, c'est plus une start-up. Et eux, ils ont été jusqu'au bout de tout. Donc ça s'appelle l'entreprise, les concepts d'entreprise libérée ou d'holacratie, on appelle ça, un terme un peu plus scientifique, où il n'y a plus d'organisation pyramidale du tout, hein, il n'y a plus de chef, tout est transparent, les salaires sont affichés au mur, accessibles sur Internet, etc. Et bien dans cette société, il y a 210 salariés qui sont partis tellement ils n'en pouvaient plus. Donc on a aussi, c'est très bien de tout libérer, mais ça crée aussi une instabilité, parfois même un inconfort. On aime bien avoir quand même des règles, des pyramides, un chef qui donne des ordres ou qu'on peut critiquer. Voilà, c'est quand même pratique. Voilà, ça c'était la deuxième observation. Puis alors j'ai une toute petite question pour nos deux amis. Je voulais savoir si vous avez envie de travailler dans une entreprise et quel type d'entreprise, grande entreprise, petite entreprise, start-up, ça m'intéresserait. Alors oui, j'ai envie de travailler dans une entreprise. Je voudrais par la suite créer ma propre entreprise. Donc pour commencer, oui, je voudrais bien travailler dans une grande entreprise à l'international, pourquoi pas. D'accord. Mais l'objectif, c'est de créer votre entreprise. Vous sentez une âme d'entrepreneur? Personnellement, je le vois plus pour travailler pour une entreprise dans un premier temps, dans le monde du travail. Après, pour rejoindre ce que vous disiez, vous avez parlé de grandes entreprises et de PME, par exemple, ou petites entreprises. Ce qui peut être intéressant, c'est que le fait de travailler en groupe réduit peut être assez formateur, étant donné que dans une grande entreprise, à la fois c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de responsabilités, mais ça ressemble pas mal à une usine. Une grande entreprise regroupe énormément de personnes et le fait de travailler dans un groupe plus réduit, j'ai l'impression que ça peut être aussi plus formateur. Voilà, merci beaucoup. Alors, Émilie, vous travaillez pour un think tank qui s'appelle la Fabrique de l'Industrie, qui est dirigé par deux très grands patrons de l'industrie, qui sont Denis Ranc et Louis Gallois. Voilà, je vais vous laisser la parole et peut-être réagir. Moi, je suis toujours frappé quand on discute avec des étudiants du fait qu'on n'a pas une envie folle. On a envie de passer en entreprise, mais plus pour faire autre chose après, ou on n'a pas une envie folle de faire carrière chez Airbus ou chez L'Oréal. On a l'impression que c'est un peu fini ce temps-là. Quand même, je pense qu'Airbus et les grands groupes font encore partie des entreprises qui font rêver les jeunes, hein, quand on regarde les statistiques. Alors oui, donc vous me donnez la parole. Donc j'appartiens à la Fabrique de l'Industrie, en effet. Et à la Fabrique de l'Industrie, on produit tout un tas d'études et d'analyses qui sont relatives au ressort de la compétitivité industrielle. Et donc très récemment, avec deux partenaires, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et avec un autre think tank, Terra Nova, nous avons fait paraître une étude sur la qualité de vie au travail et ses effets sur l'engagement des collaborateurs et sur la performance économique. En se disant que finalement la qualité de vie au travail était plutôt plus appréhendée d'un point de vue santé-sécurité ou prévention des risques et sans doute pas assez appréhendée d'une manière plus stratégique, disons. Et donc les chiffres et les réflexions que je vais vous livrer ce soir sont donc issus de ce travail. Alors moi je vais développer deux points. Un point qui sera qui se focalisera sur le portrait robot type, sur le portrait robot de l'organisation du travail française aujourd'hui. Je vais vous donner quelques chiffres et puis un autre point qui sera vraiment centré sur le thème de ce soir, voilà, sur les nouveaux modes d'organisation du travail. Alors le premier point d'abord, et nous c'est quelque chose qui nous a surpris avec mes co-auteurs. Il y a tout un tas d'enquêtes très sérieuses, françaises, européennes, qui étudient les conditions de travail des salariés. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que sur les dernières enquêtes, l'autonomie régresse. L'autonomie au travail régresse, et ce pour toutes les catégories socio-professionnelles, et ce dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés nous disent qu'on leur indique de façon beaucoup plus précise la façon dont ils doivent travailler.
hein. Et réciproquement, ils sont un peu moins autonomes. Enfin, on trouve moins de personnes qui nous disent, bah voilà, on m'indique l'objectif et je fais ce que je veux, hein, mais tant que je l'atteins, tout va bien. On observe aussi que la monotonie des tâches a augmenté. Alors, c'est d'autant plus vrai pour les ouvriers, mais c'est vrai aussi pour d'autres catégories socio-professionnelles. On observe aussi une intensification du travail, une augmentation de la charge de travail, une augmentation de la réponse un peu instantanée à des demandes de clients, de certains publics, une augmentation éventuellement des cadences. Hein, donc ça, c'est un résultat quand même assez surprenant parce que quand on lit la presse, vivre, travailler autrement, entreprises libérées, on a l'impression que tout le monde se bouge, que les organisations changent. Et en France, il s'avère, quand on se compare à d'autres pays européens, qu'on est encore dans des organisations de travail assez verticales finalement, avec tout un tas de niveaux hiérarchiques, une structure assez pyramidale. C'est vrai dans l'entreprise privée, c'est d'autant plus vrai dans le secteur public. Hein. On a aussi beaucoup de pyramides dans le secteur public. Et puis aussi, une des particularités françaises, c'est qu'on parle assez peu du travail. On dialogue assez peu sur nos pratiques dans l'entreprise. Et puis, il y a une certaine peut-être faiblesse du dialogue social. Donc, sur le dialogue, on pourrait faire mieux, là aussi, quand on se compare à d'autres pays européens. Par exemple, la proportion de salariés qui déclarent pouvoir s'impliquer dans les décisions qui concernent leur travail et leur entreprise, eh bien, cette proportion-là, elle est plus faible en France que dans d'autres pays européens. De mémoire, on doit être à 31% qui nous disent « oui, je peux m'impliquer dans des décisions importantes pour mon travail et mon entreprise ». La moyenne de l'UE est à 40%. Donc voilà, et à côté de ça, on a des salariés qui sont et des Français, des citoyens français qui sont très attachés au travail, à la valeur travail. Quand on regarde les enquêtes sur les valeurs des citoyens, on voit qu'en fait les Français sont ceux qui sont le plus attachés au travail dans leur vie. Et il y a de très fortes attentes vis-à-vis du travail en France, et en fait il y a un certain mécontentement vis-à-vis des conditions de travail. Finalement. Voilà. Donc ils réclament plus de sens, ces travailleurs français aujourd'hui, ils réclament plus de reconnaissance, ils sont en quête de plus d'autonomie. Il y a une enquête, là, il y a des chiffres qui sont parus, c'est la CFDT qui a lancé une très grande enquête sur les 3 derniers mois de l'année. Parlons travail, 200 000 répondants. Alors, pour tous les étudiants qui sont à la salle, ce n'est pas un échantillon représentatif, c'est un échantillon de personnes volontaires qui ont répondu à cette enquête. Mais que nous disent-ils? C'est que ce qu'il est... Alors oui, vous rigolez, d'accord, il y a des dessins. Et que nous disent-ils? C'est qu'ils réclament, ce qui fait qu'ils sont mal dans leur travail, c'est qu'ils manquent d'autonomie. Donc ce sujet, il est assez central et je vais m'en servir pour développer mon deuxième point. C'est qu'aujourd'hui, il y a toutefois des organisations du travail qui bougent, qui se transforment et qui justement mettent au cœur de leur modèle l'autonomie dans le travail, la responsabilisation des travailleurs, qui partent sur des modèles de confiance. Voilà, on fait confiance a priori plutôt que on tombe dans le contrôle a posteriori, qui privilégie la discussion plutôt que l'injonction. Donc il y a tout un tas de choses qui bougent dans certaines entreprises et donc c'est pour cette raison-là qu'on nous présente des modèles du type entreprise libérée, mais il y en a d'autres. Il y a Michelin qui nous parle d'organisation responsabilisante. Il y a aussi les politiques RSE qui sont aussi des formes d'organisation où il y a plus de démocratie en entreprise. Et puis on pourrait même parler du Lean, parce que le Lean à l'origine, c'est aussi repartir de la base et du travailleur et de l'opérateur qui va améliorer continuellement les process et la production et qui a son mot à dire. Donc tout un tas de modes d'organisation. Alors donc ce besoin d'autonomie, il est central, il fait partie des besoins fondamentaux de l'individu au travail. On sait qu'il y a 3 besoins fondamentaux notamment qui vont avoir un impact sur la motivation et sur la motivation intrinsèque, sur le plaisir que l'on a à travailler. Donc c'est ce besoin d'autonomie, le besoin de compétences, c'est-à-dire qu'on a des compétences, on a besoin de les exercer, et puis le besoin de relation à autrui. Mais si on revient sur l'autonomie, nous, avec mes co-auteurs, on a mis en avant, parce que c'est quoi, en fait, être autonome dans son travail? Alors, être autonome, c'est pas être indépendant. Être autonome, c'est pas non plus l'anarchie. On a besoin, effectivement, de chefs, on a besoin de règles, on a besoin d'un cadre, mais dans un cadre, on peut quand même acquérir plus ou moins de moyens de s'exprimer et d'agir sur son travail. Et on est bien sûr responsable aussi des résultats
des résultats dans l'entreprise. Mais donc, nous, on dit qu'il y a 3 grands niveaux d'autonomie, 3 façons d'être autonome dans son travail. D'abord, on peut être autonome dans son travail au niveau de ses tâches, de son poste individuel. Voilà, est-ce qu'on peut intervenir sur le séquencement des tâches, sur le choix des outils, enfin, je pense que vous le représentez bien. Après, on peut être autonome, bien sûr, en tant qu'équipe. Et là, l'autonomie du collectif, de l'équipe, elle est de plus en plus importante parce qu'on raisonne de plus en plus en mode aussi projets transversaux. Donc, il y a des équipes qui travaillent ensemble et qui doivent avoir les moyens de réussir. Donc, l'équipe peut proposer des solutions aux problèmes productifs qui se posent. L'équipe peut se dégager du temps pour innover, pour proposer des améliorations. Donc il y a l'autonomie au niveau du collectif. Et puis il y a aussi pouvoir être autonome au sens gouvernance, c'est-à-dire pouvoir vraiment s'impliquer dans les stratégies, dans la stratégie de l'entreprise. Donc là, on retrouve le rôle et la place du dialogue social. On retrouve des salariés qui vont siéger dans les CA. Donc voilà, 3 niveaux d'autonomie. Et ce qu'on observe, c'est que dans ces nouveaux modes d'organisation, souvent l'autonomie est centrale et certains vont plutôt activer l'autonomie au niveau du poste et du collectif et moins au niveau de la gouvernance. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que l'idéal, c'est d'enclencher un cercle vertueux qui consiste à activer ces 3 niveaux d'autonomie. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup. C'est pas très optimiste non plus. Enfin, en tout cas, le début de votre discours... Voilà, après ça allait mieux, mais on est quand même... moi j'ai l'impression qu'on attend, l'impression que j'ai, c'est qu'on attend de plus en plus de l'entreprise, parce qu'on y passe quand même une bonne partie de notre vie. C'est sans doute l'endroit où on passe le plus de temps d'ailleurs, si on enlève le temps de sommeil, en tout cas c'est sûr. On attend peut-être beaucoup moins des autres organisations qui structuraient la société, comme la religion, l'État... des organisations comme ça, même la famille a tendance un peu à exploser. L'entreprise, elle est toujours là, elle est secouée, mais on attend beaucoup d'elle. Et moi, ce qui me terrifie, c'est quand vous me dites, ça reprend un peu les chiffres que vous aviez, augmentation de la charge de travail, augmentation de la monotonie des tâches, régression de l'autonomie au travail, c'est quand même rude. Alors, je voudrais faire réagir peut-être sur ce point, Gabriel Artero, vous avez travaillé, vous êtes issu du groupe Airbus, encore lui, et vous êtes aussi syndicaliste. Vous êtes même le président de la métallurgie. Alors la métallurgie, ça fait un peu, excusez-moi, ça fait un peu vieillot comme, mais oui, en fait c'est énorme, c'est une immense partie de l'industrie. Je vais dépoussiérer. Ouais. Voilà. De la CFE-CGC. Alors, ça m'intéresserait de savoir, vous, comment vous voyez, vous percevez ces chiffres, ces études qui donnent un peu froid dans le dos quand même. Est-ce que vraiment, ça fait longtemps que vous êtes syndicaliste, que vous voyez comment ça se passe dans les entreprises? Est-ce que ça correspond à une réalité ou est-ce que ce n'est pas des sondages où finalement les gens vont jamais dire, parce qu'on est quand même français, quoi, on va jamais dire qu'on est content. Non mais, nous avons tous un peu raison ce soir. Mais si vous me permettez, Pierre-Henri, je vais juste un peu contextualiser. Je ne vais pas vous aborder de chiffres, mais moi je voudrais ce soir, si je pouvais y contribuer, changer une chose, c'est le regard que vous pourriez porter à l'adresse de l'industrie. L'industrie en France, c'est 3 millions de salariés. La métallurgie, au sens de ce terme un peu connoté, c'est la moitié, c'est un demi, c'est 1,4 million, 1,5 million de salariés. Combien d'entreprises? 44 000. Sur ces 44 000 établissements ou entreprises dans la métallurgie, 90% font moins de 50 salariés. Dit autrement, c'est un ensemble de PME, PMI. Donc voilà, si vous voulez travailler dans une entreprise petite, moyenne, vous avez la possibilité. Je vous donner quelques exemples pour éclairer, pour ne pas parler que d'Airbus. Aujourd'hui, vous voudriez travailler dans une entreprise qui est en plein boost, 50 salariés, 56, 57, ils en embauchent 1 à 3 par mois, tous les mois, depuis 1 an maintenant. Polyshape, c'est à Salon de Provence, ils font de la fabrication additive, ils travaillent aussi bien pour des prothèses pour les chirurgiens dans des matériaux nobles que pour la Formule 1, les turbos, que pour l'industrie aéronautique. Voilà, c'est une start-up. Et j'entendais Marie-Jo Koltki tout à l'heure qui disait qu'on a de formidables start-up. Et vous pourriez tout à fait trouver votre place dans ce type de PME, d'entreprise très resserrée sur son cœur de métier
et qui a un avenir absolument fantastique devant elle, pour peu qu'effectivement elle ne loupe pas un certain nombre de choses. Alors, vous allez me dire, de l'autre côté, vous êtes du groupe Airbus, oui, ben, ce n'est que 1% des entreprises de ces 44 000, mais effectivement, elle regroupe quand même 30% des salariés des fameux 1,4 million. Alors, quels sont les enjeux? Nous en avons plusieurs, hein, et je viens, je n'ai pas perdu comment concevoir le travail demain, hein, mais nous avons un enjeu de modernisation, c'est-à-dire de montée en gamme. Alors, qu'est-ce qui nous différencie un petit peu des autres, par exemple des Allemands, auxquels on se compare assez souvent? Ils sont 3 millions dans la métallurgie, les Allemands. Ils sont juste un rapport 1 à 2 par rapport à nous. Eh bien, c'est qu'ils ont su monter en gamme et proposer des produits qui font qu'ils ont maintenu ce haut niveau de technologie sur leur territoire. Ils ont défendu, je fais partie d'une entreprise franco-allemande, ils ont défendu leur industrie contre vents et marées. Et le résultat est là. Ils ont une balance des paiements qui est largement favorable par rapport à la nôtre, qui est déficitaire. Et puis, un autre axe qui est la numérisation, ou le data, comme vous voulez, qui est quelque chose d'assez fondamental qui est en train d'arriver, enfin, que nous vivons, hein, et qui est une autre constante de ce que nous sommes en train de vivre. Alors, je ne sais pas si vous avez un scope, hein, vous avez dit que c'est connoté, Pierre-Henri, oui, si vous entendez parler de la sidérurgie, ça fait partie de cette branche. Mais vous prenez à l'autre bout du scope une entreprise comme Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est 98% d'ingénierie 4, ça ne fabrique que du soft, et c'est une entreprise numéro 1 mondiale dans sa partie. Si vous prenez IBM, ça fait aussi partie de la métallurgie. C'est certes une entreprise américaine, Big Blue, mais il n'en demeure pas moins que ça a quand même quelques milliers de salariés en France. Ça fabrique quoi? Ça fait bien longtemps que ça ne fabrique plus des ordinateurs. Ça fabrique de gros ensembles, de l'intelligence artificielle. Exemple, vous allez en entendre parler assez souvent maintenant. Dans la banque, on parle de Watson. C'est élémentaire, comme dirait l'autre, non? Mais Watson, c'est un ensemble d'algorithmes capables de désintermédier les relations, dans quelle que soit l'entreprise dans laquelle on applique cela, notamment dans le système bancaire, c'est-à-dire de réintégrer un ensemble de choses. Alors, nous sommes confrontés à tout cela. Et alors, évidemment, quels sont les enjeux? Je pourrais citer l'automobile, je pourrais citer un tas de secteurs. Les enjeux, c'est de s'adapter à cette montée en gamme et à cette numérisation. On parle beaucoup d'industrie 4.0, d'industrie du futur. Si vous tapez sur Google aujourd'hui, industrie du futur, Airbus, vous allez voir on parle pour 2020-2022 là, des animations qui vous montrent ce que seront ces entreprises-là. Alors, dans ce cadre de ces entreprises, qu'est-ce qui se passe? Comment vivent les salariés? Est-ce qu'ils vivent bien? Pas toujours. Pas toujours, pourquoi? Parce que ça va tellement vite qu'on ne leur explique pas toujours le sens de ce que l'on fait. Et moi, je suis assez frappé de voir qu'il y a cette recherche de sens à tout niveau, à commencer par les entrants qui disent « Oh là là, on ne sait pas ce que c'est, la métallurgie, ces entreprises. » Alors, il y a les grands du CAC qui font rêver, il y a les entreprises de 50 salariés que vous ne connaissez pas et qui pourtant peuvent faire rêver aussi. Mais c'est quoi tout ça? Expliquez-nous. Bon, il se trouve que j'ai un garçon de 18 ans à la maison. Hein, il n'est pas tout à fait câblé comme moi. Hein, ça, je le sais. Voilà, il est né dans le numérique. Donc, il a une autre approche que moi de ce que doit être sa vie future, et tant mieux. Et au fond, je me dis, c'est bien. Et donc, moi, j'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a non seulement de belles carrières à faire, mais qu'on peut s'éclater. Alors, c'est quoi? C'est l'intérêt de son métier. Donc, il y a une multitude de métiers dans l'industrie que vous n'imaginez pas, dans lesquels vous pourriez franchement vous éclater. On embauche, je dis bien, on embauche 100 000 salariés dans la métallurgie. Personne n'en parle, moi je suis effaré. 100 000 qui rentrent. On va me dire, où est le bug? Le bug, c'est qu'il en sort 102 à 103 000. Ah, et c'est un trend? Oui, c'est un trend récurrent. Ça veut dire qu'en termes de solde, création, destruction d'emplois, on en détruit un peu plus que l'on en crée. Je reviens versus à ce que je vous ai dit tout à l'heure précédemment, c'est parce qu'on ne s'en est pas suffisamment occupé et que cette montée en gamme n'est pas si facile que ça.
On veut évidemment avoir une certaine rémunération, ça va avec. Quand on a fait des études, on peut penser que. Une ambiance et si possible une qualité de vie au travail qui nous permettent de travailler dans des formes de projets, dans des entreprises où effectivement, Émilie a raison, on puisse avoir de l'autonomie, on puisse m'expliquer quel est le sens de tout ça, et puis éventuellement que je retrouve un peu de sécurité de l'emploi, c'est-à-dire que je ne sois pas soumis tous les matins à des aléas du chômage. Alors, est-ce que les salariés aspirent à plus d'autonomie? Et l'autonomie régresse. Oui, les chiffres, je ne vais pas les contester, Émilie, l'autonomie régresse. Pourquoi? Parce que c'est compliqué à organiser. Vous imaginez bien, je reviens à l'entreprise que je connais bien qui s'appelle Airbus, vous imaginez bien qu'on ne peut pas laisser tout un chacun faire ce qu'il a envie, là. D'accord? Vous ne comprendriez pas bien qu'on perde un moteur en vol. Ça ne se fait pas. Donc c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Zéro défaut. Vous ne pourriez pas dire, imaginez, demain vous prenez votre avion, votre train, vous dites, tiens, c'est tellement libéré que je ne sais pas très bien là, si tout le monde vérifie tout ce que l'on fait. Voilà, c'est quand même un peu grave. Donc dans cette industrie-là, c'est zéro. Il n'y a pas de tolérance. C'est chaque fois qu'on livre un produit à un client, on est sûr de ce qu'il va devenir. Et donc dans ce type d'organisation, vous avez besoin, c'est quoi? C'est pas un savoir-faire, c'est la maîtrise d'un ensemble de savoir-faire et d'intégration de technologies compliquées. Et vous imaginez bien que dans cette régulation-là, il faut une certaine organisation. Alors on peut dire, est-elle vraiment taylorienne? Ben non, il y a bien longtemps qu'elle ne l'est plus. Heureusement. Il y a bien longtemps qu'on a redonné de l'autonomie aussi bien aux ouvriers qui sont capables de s'autocontrôler à condition qu'eux, et on vérifie qu'eux, etc., etc., etc. Parce que tout ça, c'est défini par des process. Mais évidemment, on permet aussi à tous ceux qui travaillent dans les secteurs amont de s'organiser sous des formes de projets. Je vais sortir de l'aéronautique pour parler de l'automobile. Si aujourd'hui, vous vous intéressiez non plus à la PME, mais au grand groupe en disant, là, il y a peut-être de belles carrières à faire aussi, et je vous le garantis, il y a de belles carrières à faire aussi, alors vous iriez travailler, par exemple, dans un centre de R&D, je ne sais pas, chez Renault, par exemple. Et là, vous intégreriez des équipes qui réfléchissent à ce qu'est le concept de mobilité demain, c'est-à-dire même pas forcément une voiture qu'on vous vendra, parce que vous n'en voudrez plus de la voiture. Vous dire, moi, je ne veux plus l'acquérir, je veux juste l'usage. Et donc, vous me permettez d'avoir l'usage d'eux, et donc, vous m'offrez un service. Mais oui, nous réfléchissons à tout ça avec un ensemble de personnes, des techniciens, des ingénieurs et cadres venus de tous horizons qui réfléchissent à tous ces nouveaux concepts. Ce n'est pas en 2030, c'est en 2020. 25. Et là, vous avez un ensemble, effectivement, de projets, de plateaux qui s'organisent de façon plus autonome. Alors, la grande idée là-dedans, c'est de redonner du sens à ce qui est fait. Évidemment, deux choses, il faut que ce soit visible, il faut que tous les projets d'investissement et des modernisations prennent leur sens, qu'ils soient accompagnés. Peut-être que mon collègue de tout à l'heure dira, mais oui, c'est exactement cela, enfin j'espère. Et puis en matière de gouvernance, effectivement, il faut qu'on puisse un peu s'y retrouver. Et nous prenons au sens on prône la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire expliquer ce que vous faites, expliquer ce que nous faisons. Et bien évidemment, il nous faut une meilleure qualité de vie au travail. Par quoi ça passe, au fond? Ça passe par des équilibres. Vous parliez, Émilie, d'un mauvais dialogue social en France. Est-ce qu'il est si mauvais que ça? Regardez un peu de plus près, il y a quand même des choses assez remarquables qui se font, Émilie, mais je suis prêt à en débattre avec vous, ou avec vous, bien sûr. Est-ce que, globalement, l'image que l'on en a, et qui est, excusez-moi, Pierre-Henri, relayée par les journalistes, non, vous mettez en scène tout ce qui ne va pas. D'accord. Et vous ne parlez jamais de ce qui détringue. On dirait, c'est pas de la faute des médias, quand même. Non, mais je dis par là, et malheureusement, si je voulais un peu changer le regard, si j'avais toute la soirée et la nuit pour moi, je vous expliquerais toutes les formidables réussites que nous avons, tout ce que nous sommes capables de faire. Et oui, ça passe par un meilleur dialogue social. Est-il si bon que ça? Je suis assez d'accord avec vous, Émilie, il est très, très perfectible. Malheureusement, on stigmatise souvent ce qui ne marche pas, et pourtant, il y a des aventures dans l'industrie qui sont assez formidables. Regardez ce que nous avons comme emblématique qui reste dans le champ. Vous vous en rendez pas compte au quotidien, mais c'est absolument extraordinaire ce que nous sommes capables de produire, de faire, y compris sur notre territoire. Et cela, ça passe effectivement par des entreprises dans lesquelles les compétences s'organisent mieux, les projets s'expliquent mieux. Et par exemple, pour les encadrants,
les gens qui se retrouvent à l'interface entre la stratégie qui est définie dans un board d'entreprise et sa mise en application, eh bien, il faut que particulièrement ces managers intermédiaires trouvent du sens à ce qu'on leur demande de faire. Oui, il y a la pression de l'économie, oui, il y a la pression du résultat, oui, il y a la pression du court terme. Ben, c'est un peu tout ça qu'il faut bouger pour dire si on veut construire des choses durables, il faut le prendre un peu autrement. Mais peut-être que mon collègue dira que c'est exactement ce qu'ils font chez Aigle. C'est bien. Voilà, ben, écoutez, on va lui demander... Donc Yves Troussel, vous êtes un des dirigeants de Aigle, marque très connue, Made in France, hein, connue pour ses bottes, mais il faut aussi beaucoup de textiles. Et alors dans vos titres, c'est un peu abscon, il y a marqué directeur RSE et SSE. Alors c'est peut-être juste un petit préalable, parce qu'on a parlé de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors nous autres journalistes, on communique beaucoup vers les journalistes avec ce concept de RSE. Ça correspond à quoi exactement? Est-ce que c'est une vraie révolution dans les entreprises ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de com derrière ça? Et puis après, je vous laisserai développer. Et vous aussi peut-être nous dire là, en tant que dirigeant d'entreprise, de manager, ce qui est en train de changer chez vous et comment ça s'organise. Merci. Bon, promis, je ne vais pas être long parce que la qualité de vie au travail, c'est pas travailler jusqu'à des heures indues. Donc, je vais être bref. Je vais répondre d'abord à votre question, qui va répondre également aux questions de Constance et Titouan. Et vous allez voir, et je leur fais un grand merci sur ce qu'ils attendent et sur ce que leurs collègues, je pense que vous n'avez pas travaillé tout seul, mais ce que les lycéens attendent. Parce que ce que vous attendez, c'est effectivement une politique RSE dans une entreprise. Et je suis hyper content d'être venu, parce que ça donne un sens à ce que je fais au quotidien. C'est pas facile. Et de savoir que toute cette génération qui arrive, c'est leurs attentes principales sur l'entreprise, en tout cas, merci. Donc je vais vous expliquer ce qu'est la RSE. C'est ce qu'a dit Constance et Titouan. Ils voudraient que la montée en puissance des RPS, des burn-out diminue. C'est un constat que vous avez fait. Vous avez parlé de mixité, de parité homme-femme. Oui. Vous avez parlé de diversité d'origine, c'est ce qu'essaye de promouvoir la RSE. Vous avez parlé des mélanges jeunes et seniors, et pas des mélanges de quotas, mais des mélanges de valeur ajoutée. Vous avez parlé d'égalité des chances, d'un dialogue social qui doit effectivement dépasser la notion de dialogue social, CHSCT, CEDP, mais un dialogue social au quotidien avec les uns et les autres. Je pense que c'est ça que vous attendiez. Vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé d'environnement et de la durabilité de ce qu'on fait pour vous en laisser demain. Vous avez parlé de qualité de vie au travail. Voilà, donc je réponds, Monsieur de Menton, à ce qu'est la RSE. Et ce qu'est mon métier, c'est d'essayer de définir avec l'ensemble des membres du comité de direction, l'ensemble des salariés, l'importance de ces thématiques et de comment peut-on progresser. Parce que ce soit important, c'est intéressant, mais comment peut-on progresser? Voilà, donc ça c'est mon boulot, c'est mon job. Donc RSE, effectivement, ça peut être très compliqué, mais voilà les choses concrètes et simples, c'est comment on améliore tout ça. Alors, maintenant je vais parler un petit peu de moi parce que j'aime bien, pour illustrer le fait que mon premier métier, quand je suis rentré chez Aigle, donc c'était en 99, donc je fais partie non seulement des seniors, mais en plus des très anciens. Je suis rentré en 99 en tant que directeur informatique. Et mon métier, c'était quoi? C'était d'aider les collaborateurs, les managers, les organisations à être plus performants, à travailler mieux avec un outil qui était l'outil informatique. Donc j'ai mis de l'informatique un peu partout. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse aller encore beaucoup plus loin pour améliorer les choses. Et j'ai eu cette chance de changer de métier il y a 3 ans maintenant, pour prendre cette responsabilité de direction RSE. Et Aigle a créé une direction RSE et a souhaité non pas la mettre dans des services qualité ou dans des services RH, mais la mettre sous la présidence, sous le PDG, pour effectivement faire un axe stratégique essentiel. Et là, donc, je me suis intéressé à quoi? À la même chose qu'avant, sauf qu'au lieu d'essayer de trouver des outils informatiques pour améliorer la vie, le quotidien de chacun, je me suis intéressé aux hommes, tout simplement, et à la façon dont ils travaillaient. Donc,
cette responsabilité RSE est venue s'adosser une autre fonction qui est la direction donc, des services SSE. C'est beaucoup de codes, hein, ces disciplines-là. Ça veut dire santé, sécurité et environnement. Donc je suis venu effectivement à me former à ce qu'était la santé au travail, donc les conditions de travail, la qualité de vie au travail et surtout les enjeux que ça pouvait représenter de s'y intéresser pour l'entreprise. Et donc je vais illustrer par quelques petites choses toutes simples. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'Aigle a fait, mais en tout cas ce qui permet de répondre à des questionnements de mal-être au travail, hein, pour certains. Quand vous êtes à la fois président du CHSCT, membre du comité de direction exécutif et une troisième casquette est directeur des projets transverses de l'entreprise, vous êtes à la fois dans les sphères un peu stratégiques, hein, donc dans les hautes tours pour imaginer le demain de l'entreprise, mais vous êtes sur des choses très concrètes, hein, et vous avez les pieds sur terre, puisque un président du CHSCT, et en tant que tel, j'ai tenu à aller voir de près les accidents. Quand il y a un accident dans l'entreprise, je vais sur le terrain, je discute avec les salariés pour comprendre ce qui s'est passé. Je fais les enquêtes. Quand il y a des risques psychosociaux, il y a des enquêtes qui s'ouvrent, je participe aux enquêtes. J'interviewe les salariés qui ont effectivement connu des situations difficiles. Donc je suis sur le terrain. Et ça, c'est quand on parlait de rapprocher les couches managériales, quand vous êtes en train de fixer une stratégie et que vous voyez qu'elle est en train de se dérouler totalement différemment, voire de façon malencontreuse sur le terrain, vous avez cette capacité de remonter ça et de réorienter la stratégie. Et vice-versa, il y a des choses qu'on pense stratégiques qui sont très simples, il suffit d'aller voir là où se passe le travail et vous pouvez remonter des projets stratégiques. De la même façon, quand vous avez des grands projets d'innovation et de changement et que vous devez aller porter et voir effectivement les conséquences positives ou négatives sur les conditions de travail des salariés, vous savez aussi qu'il faut être capable de modifier les choses a posteriori. Donc voilà un exemple de participatif. Donc dans l'entreprise, on a créé ce qu'on appelle pour la RSE un club ambassadeur. Ce sont des volontaires qui ont choisi de venir m'aider sur le développement de la communication autour de la RSE, sur les petits projets, les petites actions dont ils avaient idée, hein, pour préserver l'environnement, pour préserver l'être humain, pour être plus participatif au niveau des enjeux sociétaux. Et voilà, et donc c'est un club qui s'est auto-formé, qui a défini son propre mode de fonctionnement, une trentaine de personnes, et chacune des directions donc laisse un temps à ses salariés pour travailler sur ces projets qui m'aident à promouvoir et à faire progresser notre niveau de responsabilité sociétale. Un autre exemple, hein, Aigle avant avait un management et une gouvernance très hiérarchique, le PDG et le DG qui globalement s'occupaient de tout. Depuis 10 ans, donc, on a eu un nouveau PDG qui a laissé un COMEX, hein, d'une dizaine de personnes être partie prenante de la stratégie. Et en tout début d'année, comme effectivement tout va très vite, tout est compliqué, et qu'on a compris qu'il fallait aussi questionner ce qui était au plus près des clients, au plus près des fournisseurs, au plus près des salariés pour pouvoir améliorer les choses. Donc on a formé ce qu'on appelle un leadership group d'à peu près 25 personnes, cadres et non cadres, représentatifs de tous les métiers de l'entreprise, pour lequel on fait régulièrement, tous les 2 mois, des sessions de travail ensemble. Ils nous aident et on construit la stratégie sur le plan à moyen terme, donc sur 3 ans ensemble. Donc voilà, on a mis ce participatif également de cette façon-là. On parlait d'entretien, hein, vous avez stipulé tout à l'heure qu'il fallait peut-être un peu revoir l'entretien annuel. C'est vrai que c'est pénible à mourir, parce que voilà, c'est des objectifs qui sont rarement atteints, parce qu'on ne sait pas trop, entre guillemets, les mesurer de façon quantitative, très précis, etc. Et puis surtout, en général, hein, quand les salariés que vous avez recrutés sont à hauteur de ce que vous attendiez et que les objectifs ne sont pas atteints, c'est rarement à cause du salarié, mais souvent à cause de l'environnement qui est plus complexe, des ressources qui étaient prévues qui ne le sont plus, de l'autre qui effectivement n'est pas à niveau. C'est très compliqué. Donc on a et puis voilà, donc on a un peu changé la logique des entretiens annuels. On les appelle plus comme ça, on les appelle les entretiens d'engagement réciproque.
Et c'est quoi le phénomène? C'est que, ok, moi salarié, tu me donnes des objectifs, tu m'évalues, mais je te demande de t'engager sur telle et telle chose, à m'aider, à me donner des moyens, etc., pour y arriver. Donc on essaye un peu de responsabiliser non seulement le salarié, mais le manager. Donc on essaie de mettre en place cette double responsabilité. Le télétravail, je suis désolé, j'ai rien à en dire. J'y arrive pas, mais je suis persuadé que c'est un levier formidable pour l'entreprise. D'ailleurs, ceux qui en ont fait l'expérience ont pu remarquer que ça produisait un effet de réintérêt à participer à des réunions quand on est en télétravail, un réintérêt dans les discussions, les vrais échanges. Il y a des choses positives autour du télétravail. Malheureusement, à titre personnel, je n'ai pas pu l'éprouver et je ne l'ai pas pu le mettre en place. Voilà. Et je terminerai par un tout petit clin d'œil quand même. Quand vous dites l'entreprise, c'est pas reluisant ce qu'on dit d'entreprise. Quand vous dites les uns et les autres, ça serait bien que l'entreprise, elle, améliore les choses sur tel, etc. Je pense qu'il faut qu'on ait, mais vous les jeunes, vous l'avez quasiment, il ne faut plus qu'on ait la vision de cette entreprise qui est dirigée par Dieu le Père ou je ne sais qui. L'entreprise, elle est formée un peu de tout le monde, elle est formée des actionnaires, elle est formée des dirigeants, elle est formée des cadres, elle est formée des ouvriers. On peut aussi co-construire l'entreprise qu'on veut. Donc là, je pense que les générations qui arrivent hésitent moins que ma génération à dire là, on ne va pas dans le bon chemin, moi, je veux te proposer ça. Mesdames et messieurs les lycéens, continuez, alors je ne sais pas quelle génération, quelle lettre vous aurez demain entre le Y, le Z, le W, mais continuez à nous pousser. L'entreprise, elle est à vous aussi si vous voulez qu'elle soit à vous. Soyez dans l'organisation, pas à côté. Soyez pas en attente que quelque chose vienne. Et ça, je le dis parce que malheureusement, même s'il y a cette volonté de beaucoup qui sont en mal-être, que cette entreprise soit plus libérée, c'est le terme à la mode, qu'on responsabilise plus, qu'on laisse l'autonomie, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, il faut mettre en place les contextes qui permettent de le faire, mais il faut se manifester. Voilà, dans la famille, je fais des images qui valent ce qu'elles vaillent, mais la famille d'il y a 50 ans, on n'osait pas dire au père que là, on voulait faire ça et pas ce qu'il demandait. Maintenant, c'est devenu coutumier. Je pense qu'on peut transposer ça dans l'entreprise. En tout cas, les managers ouverts, je vous assure, dans le monde complexe dans lequel on est maintenant, on a besoin de ça. On a besoin de ces remises en cause et on a besoin effectivement que chacun à son niveau aide à une construction d'entreprise où il fait heureux de vivre et que tout le monde en soit content. Donc l'entreprise, c'est tout le monde. Voilà. Merci Yves Troussel de ce témoignage, à la fois assez général et puis très concret sur des actions que vous menez en tant que, votre témoignage est particulièrement intéressant, en tant que dirigeant d'entreprise, mais aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que de par vos responsabilités RSE ou responsabilités légales, on va dire, qui incombent souvent au DRH, vous êtes au contact vraiment de ce qui se passe et comment une stratégie, une décision de la direction peut avoir des impacts qu'on n'a pas forcément prévus. Je crois, avant de donner la parole à la salle, je crois que Gabriel Arteron voulait réagir sur RSE. Moi, j'ai deux toutes petites questions. Alors, c'est oui ou non, puisqu'il y a deux sujets d'actualité autour de l'organisation du travail en France. L'actualité en France, c'est souvent des lois. Donc, il y a deux lois. Il y en a une qui a été prise qui s'appelle le droit à la déconnexion. Donc, c'est une nouvelle page dans le Code du travail. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'on en pense de votre syndicat. Et d'autre part, parce qu'il va falloir faire des négociations dans chaque entreprise de plus de 100 salariés, je crois, sur le sujet. Et c'est directement lié à l'organisation du travail. Et puis, il y a un autre sujet d'actualité. Il y a un candidat, qui est le candidat socialiste. On parlait de burn-out, c'est revenu à plusieurs reprises, cette expression, qui considère que le burn-out doit être, quand quelqu'un est atteint de cette maladie, puisque c'est considéré comme une maladie, pour l'instant, c'est la Sécu qui rembourse. Et dans cette loi amendement, puisqu'il avait fait une proposition d'amendement déjà là-dessus, on considère que c'est une maladie professionnelle, c'est-à-dire que c'est
de la responsabilité si, c'est-à-dire que oui, dans son sera projet, la loi l'a pas reconnu. Dans son non, projet, la loi oui, n'est pas passée. Hein. Tout à fait. C'est un amendement qu'il avait proposé. Donc je voulais avoir un peu votre position sur ces deux points très précis. Sur ce dernier point, la réponse, nous sommes d'accord avec lui. Alors, pourquoi? Parce qu'Émilie a raison. Hein. Il y a une montée assez phénoménale des burn-out, en tout cas dans le champ des entreprises françaises. On pourrait analyser pourquoi, mais pour faire court, hein, il y a malheureusement beaucoup de contraintes qui s'exercent. Il y a toujours moins comment dirais-je, de structures, hein, souvent, et notamment dans les structures support. Et par contre, la charge reste la même. Donc, à la sortie, il y a des gens qui tiennent plus, simplement parce qu'on leur... D'accord, donc c'est de la responsabilité, c'est reconnaître oui, que c'est de l'organisation, donc de l'employeur, bien entendu. Bien entendu. Okay. Et sur le droit à la déconnexion, vous prenez ça au sérieux ou c'est un gadget on est le seul pays au monde où ça existe. Hein. Oui, c'est assez paradoxal parce que, comment dirais-je, il faut arriver à légiférer pour finalement arriver à faire comprendre à toutes les parties prenantes que certes les sphères privées et professionnelles, comment dirais-je, se sont chevauchées, hein, mais bon, le bon sens devrait l'emporter. On devrait pouvoir dire, après tout, dans les entreprises modernes, je peux travailler un peu après mes horaires de travail, mais si on accepte d'eux. Alors, en fait, c'est pas très bien comme ça que c'est organisé. C'est malheureusement trop souvent. Je t'envoie un mail, si possible, juste avant de partir à 20h30 et je te demande la réponse pour demain matin, 7h ou 7h30. Bon, effectivement, quand on est dans ce genre d'organisation, ça aboutit à quoi? À un moment donné, ça finit par craquer, quoi, hein, d'accord? Et donc, oui, la réponse à ça, c'est le droit à la déconnexion. Donc, j'ai le droit de vivre dans ma sphère privée et de ne pas avoir ce type d'obligation-là. Je trouve ça assez paradoxal. Enfin, s'il faut en passer par là pour faire comprendre à tout le monde que le bon sens prévaudrait, à un moment donné, on s'arrête. En Allemagne, ils n'ont pas ce type de problème. Hein. Les cadres, à 17h, ils s'en vont de leur entreprise et tout le monde se... Chez Volkswagen, on débranche les serveurs de l'entreprise. Alors on en arrive à dire fermez les serveurs, éteignez la lumière, voire même dans certaines entreprises, l'employeur dit si vous êtes là après l'heure requise, je vous sanctionne. Voilà. On devient un peu fou, quoi, hein, quand même. Alors... Je voudrais... L'entreprise libérée, en un mot, hein, je me méfie de tous ces concepts un peu, comment dirais-je, un peu déclinés sous le mode messianique, hein, je vais le dire comme ça, comme étant le modèle, celui qui d'un coup va tout changer. Monsieur parlait du lean tout à l'heure, on pourrait beaucoup parler du lean aussi. En réalité, derrière ces mots et ce vocable, si on met un peu de bon sens, c'est-à-dire, si on prend le lean en disant il faut toujours faire moins, plus vite et mieux, quelque part ça pose un problème. Mais si on le prend en disant on peut essayer de faire mieux et si possible avec moins à qualité égale, alors là on commence à faire des choses intelligentes et le lean pose plus de problème à personne, évidemment. Mais l'entreprise libérée, c'est un peu pareil. Moi j'entends ce que vous dites, mais je pourrais vous donner des contre-exemples, y compris dans le champ de l'entreprise que je connais la mieux, où il y a des expériences qui sont menées. Je vous disais qu'à un moment donné, il y a quand même un responsable qui dit « j'accrédite ceci, c'est bon, je valide cela, c'est bon, j'assure que… » Et ça, il faut prendre des responsabilités. Et forcément, on revient vers une certaine hiérarchisation, que vous le vouliez ou non. Yves Troussel voulait réagir. Oui. Non, juste un mot pour votre réflexion sur la responsabilité de l'employeur au niveau des burn-out. J'irai au-delà de ça, hein, au-delà de l'aspect réglementaire. Et c'est la logique d'une vraie stratégie RSE, c'est de dépasser le pur réglementaire. Le burn-out existe réellement. C'est pas un effet de mode, c'est pas quelque chose qui arrive que chez les autres. Ça arrive à des gens très bien, très compétents. Et en tout cas, si l'employeur n'apporte pas des solutions pour prévenir les choses, personne ne pourra aider le salarié qui va se retrouver en burn-out. Et c'est un coût énorme pour l'entreprise. Donc, au-delà de la loi, j'encourage chacun à s'intéresser aux problèmes. Et il y a des vraies solutions. C'est une vraie compétence que de déceler des risques psychosociaux à venir. C'est très compliqué et c'est un vrai métier que d'arriver à le prévenir, à le désosser et à inverser la machine, à faire quelque chose de fragile, quelque chose de très fort après.
C'était juste un Ok. commentaire. Non, non, c'est très important, mais l'enjeu même, assez cyniquement, l'enjeu économique là est très important aussi, puisque si ça devient une maladie professionnelle, je le répète, c'est plus la collectivité qui va payer, c'est les entreprises directement. Donc, est-ce qu'il faut en passer par la loi pour essayer d'améliorer les choses? C'est la question. Alors, je voulais peut-être, avant de vous donner la parole, redonner la parole à Héloïse, qu'elle nous explique un petit peu, elle travaille dans une entreprise, que vous nous expliquiez un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous êtes au bord du burn-out? Est-ce que vous êtes heureuse? Quelles sont vos impressions au début d'une carrière professionnelle dans une entreprise? Grande entreprise, je crois. Alors, ma situation est un peu particulière parce que je suis encore stagiaire, je suis encore étudiante en année de césure, donc entre le Master 1 et le Master 2, et j'enchaîne 2 mois de stage de 6 mois. Donc là, je viens de démarrer un stage en stratégie chez Air France. Je manque encore dans la partie maintenance aéronautique. Donc je manque encore un peu de recul pour parler, j'ai démarré Il y a une 2 bonne semaines. ambiance, il n'est Oui. pas là, votre chef, là, vous pouvez nous Non, non, dire, mais oui, vous n'avez ça, pas oui. l'impression de rentrer dans quelque chose d'horrible? Non, pas du tout. Bon. Là, je viens de démarrer il y a 2 semaines, donc Bon. je ne sais pas l'entreprise pour laquelle je pourrais le plus parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu plusieurs expériences, donc notamment en start-up. J'ai été engagée dans le milieu entrepreneurial pendant mes premières années à l'ESCP. Et ensuite dans une première structure qui était donc aussi une grande entreprise, mais pour le coup beaucoup plus cadrée. J'étais en audit. Et j'ai trouvé très intéressant de comparer les deux, parce que dans le cas, pour reprendre votre question sur le droit à la déconnexion, le problème n'est pas du tout traité de la même manière dans les deux entreprises. Dans les entreprises d'audit, par exemple, les structures sont très claires. Donc peut-être que l'autonomie est peut-être moins élevée que dans une start-up, mais c'est un côté rassurant qui s'allie en contrepartie d'un droit à la déconnexion qui est relativement faible, dans la mesure où chacun a son ordinateur, qu'on le ramène chez soi et qu'on peut être contacté très tard le soir. En revanche, la start-up, c'était un état d'esprit très différent, beaucoup plus flou a priori si on n'a pas des idées claires sur ce qu'on veut faire au sein d'une équipe, surtout lorsque la start-up est jeune et n'a pas encore un business plan qui est très défini. Et donc là, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et pour le coup, la grande question de l'autonomie se pose, c'est dans une structure où il y a peu de personnes, où les règles sont encore pas toujours très bien établies, savoir quels sont les droits dont on dispose et quelles sont les limites des droits dont on dispose. Donc là, le problème à la connectivité, par exemple, va moins se poser, mais ce sont d'autres problématiques. Donc j'ai trouvé très intéressant tout ce qui a été dit, parce qu'en fonction des structures de l'entreprise, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir ce témoignage, cet œil neuf et acéré sur... en plus, vous avez eu la chance d'être dans différentes structures, Oui. un peu extrêmes, hein, entre l'énorme l'industriel cabinet d'audit aussi, et la start-up, et puis et même le Air milieu France. industriel. Alors, il pleut dehors, hein, donc on va vous garder un petit peu en attendant que ça se calme. L'occasion pour vous de prendre un micro. Il doit y en avoir un qui se promène quelque part dans la salle, sinon je vous donne le mien, ou vous levez et puis vous parlez bien fort. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? C'est toujours la première, la plus difficile, il ne faut pas hésiter. Alors, monsieur. Bonjour, donc merci pour la richesse de vos échanges. Moi j'ai une question, je pense que vous n'avez pas beaucoup parlé de la question du sens, parce qu'il y a une autre maladie professionnelle qui est le burn-out, et on est assez choqué parfois d'entendre des gens qui s'ennuient au travail, ils vont en réunion en traînant des pieds, le matin ils savent pas pourquoi ils se lèvent, pourquoi ils travaillent, et vous avez raison, on passe la majorité de notre temps en entreprise, et je voulais savoir comment redonner du sens et redonner du bonheur aux salariés. Merci. Alors, Constance Aurore avait parlé d'absentéisme. Il y a aussi le burn-out, on dit aussi le présentéisme.
qui est aussi un... Alors, je ne sais pas qui a... Peut-être vous avez travaillé sur ce sujet dans votre savante étude, parce que je sais que ça a été chiffré aussi, il y a eu toutes sortes de choses autour de ça, du présentéisme, c'est-à-dire des gens qui sont en poste. Alors, on va dire, dans les entreprises, on dit... communément, on les a mis dans un placard, quoi. C'est-à-dire qu'ils font plus rien. En fait, ils n'ont pas tellement envie de faire quelque chose, ils font plus rien, puis ils attendent que ça se passe. Est-ce que c'est quelque chose qui est... on a du mal à imaginer ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de chômage, il y a une pression partout. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que quelqu'un veut témoigner là-dessus? Oui, je peux dire un mot. Oui, c'est un vrai phénomène. C'est les 65% désengagés, c'est ça? Ou non, les 25% activement désengagés, on va dire. Ça correspond peut-être à ça. Oui. Il y a pour moi, il y a plusieurs phénomènes. Il y a celui on a tous besoin de changer à un moment donné. Faire 10 ans ou 20 ans la même chose, forcément, on s'ennuie un petit peu. Alors après, il y en a qui n'osent pas prendre le risque de changer, soit d'entreprise, soit de se manifester pour faire un autre métier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une perte de sens quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et pourquoi on ne le sait pas? Parce que personne vient voir ce qu'on fait, personne vient en discuter, personne vient recueillir les idées pour faire les choses différemment. C'est un sentiment d'isolement parce que personne n'a le temps. Voilà, d'où les idées du participatif, c'est pour redonner aussi un sens collectif à ce que l'individu fait. Voilà, mais oui, c'est quelque chose qui existe aussi, ouais. Oui, je voudrais juste témoigner. Alors, on parle de bore-out, c'est effectivement un peu le vocable à la mode. Je préfère le désengagement, enfin, peut-être pas tout à fait la même chose, mais le désengagement, c'est un mal dans les entreprises pas toujours mesurable et pas facile à voir, qui consiste à ce que quand effectivement on ne sait plus très bien quel est le projet de l'entreprise, pourquoi on a changé de stratégie, pourquoi on va fermer l'établissement ici, pourquoi on va réorganiser là. Alors si effectivement là, et la responsabilité de l'employeur est totalement engagée là, si on ne donne pas ce sens-là, si on ne sait pas pourquoi on fait cela plutôt que ceci ou l'inverse, alors effectivement, il y a ce réflexe qui consiste à dire, ils sont chefs, ils ont raison, on verra bien. Mais non, quand ça commence comme ça finit par effectivement des signaux après qui arrivent où on voit que l'entreprise est moins performante parce que les salariés ne comprennent plus ce qui se passe. Et ça, c'est un mal assez profond qui, quand on le laisse s'installer, alors est vraiment destructeur de valeur. Donc nous, on alerte régulièrement là-dessus, on dit attention, on a le droit de changer de stratégie, on a le droit de faire des investissements, mais on explique pourquoi. C'est pas faites-moi rêver, c'est expliquez-moi. Et si je comprends mieux ce que vous faites, alors je vais mieux y adhérer. Si je comprends rien, j'adhère pas. Si j'adhère pas, je fais pas. Alors, c'était une très bonne question, parce qu'Émilie voulait aussi répondre sur bore-out, désengagement, présentéisme. Oui, puis je voulais ajouter un complément sur ces chiffres de l'étude Gallup. 9% de salariés engagés. Dans cette étude, le pays qui se situe le mieux, qui se place le mieux en termes d'engagement, ça doit être un pays nordique, et ils sont seulement à 20 et quelques pourcents. Cette enquête, elle est assez discutable du point de vue méthodologique. Il y a 12 questions, d'accord, on note de 1 à 5. Par exemple, question type, avez-vous un meilleur ami dans l'entreprise ? Est-ce que si je réponds oui, j'ai un super bon ami dans l'entreprise, je suis engagée ou pas? Il y a des biais interculturels, des biais culturels d'interprétation dans cette enquête. Vous l'avez dit tout à l'heure, le français, vous lui demandez de noter de 1 à 5. Oui, sur ce type d'enquête, on est généralement en termes de bonheur entre l'Irak et le Soudan du Sud. Vous voyez, c'est quand même pessimiste, et puis on se dit peut-être que l'excellence est hors de portée. On nous a appris à l'école que d'avoir 20 sur 20 c'était compliqué. Les Américains sont beaucoup plus cool par rapport à ça. Eux, ils notent 4-5, donc il a fallu réexpliquer d'ailleurs à des équipes françaises qui devaient noter leurs supérieurs via ces études Gallup que ça serait bien de noter plus 4-5 que 3. Donc, ces études elles sont discutables. Il y a d'autres études qui parlent plutôt de 45% de salariés engagés en France, donc c'est plus optimiste. Sur la question du sens du travail, donc oui, vous l'avez dit, monsieur Artero, il y a trouver du sens à ce qu'on fait, il y a trouver du sens à la stratégie de l'entreprise, et il y a avoir les moyens de faire du bon travail et le malheur au travail et les problématiques de santé au travail.
sont souvent aussi le fait de ne pas avoir les moyens de faire du bon travail au quotidien. Cette notion de travail bien fait, si vous êtes intéressé d'ailleurs par ce thème-là, il y a un psychosociologue du travail, Yves Clos, qui l'a étudié et ses analyses sont très pertinentes. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'il faut réinstaurer dans l'entreprise le dialogue autour des critères de ce qu'est le travail bien fait. On n'a pas tous les mêmes critères et c'est bien normal de ce qu'est le travail bien fait. Il s'agit juste d'en discuter, là encore, dans des espaces de dialogue sur le travail réel. Et donc tout ceci permet de redonner du sens et d'éviter le malheur au travail. Merci beaucoup. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que en fait, on revient très souvent à du bon sens. Parce que, voilà. Alors, une autre question au fond de la salle. Allez-y, parlez bien fort. Alors, l'ubérisation. Ça, c'est le rêve. Nous, on a ça dans notre métier. Beaucoup de journalistes supportent de moins en moins d'être salariés, rêvent tous d'être freelance. Alors, parfois, ils le sont contraints, parce qu'on a de moins en moins de salariés dans notre secteur, mais de plus en plus, ils le sont par choix. Et cette ubérisation, c'est pour dire qu'elle gagne beaucoup, beaucoup de secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, et comment est-ce qu'on fait un dialogue social? Parce que c'est le problème, on parle d'ubérisation, donc de Uber, et là on a vu Uber très concrètement, il y a un problème social. Ouais, enfin là c'est pareil, ça n'a rien de nouveau, hein. Les noms sont nouveaux, mais l'artisan, il fait comment pour le dialogue social? Le couvreur, il fait comment pour le dialogue social? Oui, mais tous les couvreurs ne travaillent pas pour la même marque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la même chose. C'est des indépendants. Là, Uber, oui. On utilise une marque commune, une culture d'entreprise avec des indépendants. C'est quand même assez particulier. Dans votre secteur, ce qui pourrait se rapprocher, c'est les franchisés, par exemple. Oui, les franchisés, on les anime effectivement. D'abord, on les considère, même franchisés, on les considère quasiment comme des salariés, entre guillemets, puisqu'ils défendent la marque, ils défendent les choix, etc. Et donc oui, ça s'anime, c'est un réseau, c'est une autre forme d'organisation qui s'anime. Après, toujours pareil, hein, est-ce que l'entreprise qui n'anime pas ses équipes en interne va pas plus animer un réseau? Voilà. Après, les gens qui s'ubérisent, hein, et je vois que dans certains métiers, les vôtres, mais aussi dans la communication, dans l'informatique, il y a plein de webmasters maintenant qui veulent plus bosser dans une société de services, ils préfèrent bosser chez eux, vendre leurs services. Ils sont aussi dans cette logique-là, donc ils sont assez à l'aise. Et de la même façon, ils vont se mettre en réseau dans un dialogue social avec les outils adéquats, les réseaux sociaux, etc. Et pour beaucoup, ils sont nés là-dedans. Donc, Alors, je rappelle juste un chiffre qui est assez sidérant. Sur le dernier trimestre où il y a eu une hausse des créations d'emplois assez flagrante, vous savez, c'est la fameuse inversion de la courbe du chômage qui arrive un peu tard pour François Hollande, et ben, il y a eu 15 000 créations nettes d'emplois qui sont directement liées aux voitures, ce qu'on appelle les VTC, hein, c'est-à-dire Uber, mais aussi tous les autres. Oui. Donc c'est un vrai phénomène quand même. Oui, hein. mais justement... Et c'est pas dans des endroits, généralement, on trouve beaucoup de jobs où les gens prennent ces jobs-là. Et les mêmes causes générant les mêmes effets. Vous voyez, Uber en Angleterre vient de se faire rattraper par la patrouille, si je puis dire, puisque ça a été requalifié. D'accord ? Les emplois ont été requalifiés, donc on retrouve un lien de subordination entre un prescripteur et puis les employés. Et donc, ils s'organisent maintenant de façon assez normale pour un dialogue social. Tout en France, hein, Uber ou VTC, les salariés ont considéré que, effectivement, pour faire valoir leurs droits, il fallait qu'ils s'organisent. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un syndicat. Hein. Peu importe l'image, hein, peu importe comment il s'appelle, ça s'appelle un syndicat. Voilà. Un syndicat d'intérêt qui défend les salariés considérés. Et pourquoi? Parce que ce lien de subordination, ils l'ont trouvé. Ils ne sont pas si indépendants que ça. Ils ne le sont pas du tout en réalité, même si ça passe à travers une plateforme. Évidemment que non. Merci beaucoup. Alors, vous voyez une nouvelle page de pub. Challenge qui est sorti en kiosque ce matin. Il y a 15 pages sur Uber. Merci de la question. Alors, une autre question. Mademoiselle. Alors, je vais vous... Oui. Vous avez parlé du télétravail comme une indépendance des salariés et une hausse de productivité. Et
Moi, je suis surprise de ne pas entendre parler du coworking. Qui est qui fait aussi une hausse de la productivité et une interdépendance des salariés. Après, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une entreprise, parce que je ne m'y connais pas trop. Mais voilà, je voulais savoir si vous entendiez plus et si vous aviez aussi les alternatives des entreprises aujourd'hui à l'exemple du coworking et du télétravail. Alors, le télétravail est en train de se développer assez clairement. Alors, c'est pas de façon homogène. Si je le regarde par exemple dans le champ de l'industrie, il y a beaucoup d'entreprises qui y viennent, mais qui limitent la durée. Alors, pour quelle raison? Certains considèrent que quand vous êtes plus de 3 jours absent de votre entreprise, vous perdez le contact. Même si vous êtes relié numériquement, mais vous perdez le contact. Parce que justement, il y a une interaction qui est bien plus forte qu'on ne l'imagine et qu'on en a décrit. Et quelque part, même si on est relié à son ordinateur chez soi, à un moment donné, on perd un peu le sens de ce qui se passe collectivement. Donc c'est pour ça que c'est souvent limité. Il y a beaucoup d'accords d'entreprise de télétravail qui sont limités à 2 jours par semaine, par exemple. D'accord ? Moi, il se trouve que je suis patron d'une TPE qui s'appelle une fédération, 14 salariés. Il y a une collègue ici présente. On va déjà poser la question. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème, parce que je leur réponds, tout un chacun pourrait dire, mais je suis capable de travailler en télétravail. Oui. Puis je vais me retrouver, moi, dans ma fédération, il n'y a plus personne. Comment j'interagis? Vous voyez? Donc il y a des limites. Alors après, le coworking, ce qui est sûr, c'est que on va aller vers des formes d'organisation du travail où nous aurons plusieurs employeurs, où nous aurons des hybridations entre un emploi fixe et puis où on pourrait être auto-entrepreneur. Et il y a il y a des passerelles possibles. Ça s'appelle le portage salarial. Il y a des accords. Il y a même une convention collective là, qui vient d'être agréée par un grand nombre d'organisations syndicales qui justement permet ces passages de l'un à l'autre. On garde une certaine protection sociale, mais on peut faire de l'auto-entrepreneuriat. Donc vous voyez, ces formes d'hybridation, on va y aller de plus en plus. Il se passe des tas de choses passionnantes. On dit toujours qu'on a un droit du travail très rigide, etc. Mais peut-être grâce à ça, on arrive à avoir des astuces. Il y a un phénomène qui se développe. On parlait de portage salarial. Il y a autre chose qui se développe, je trouve intéressant. C'est les CDI intérimaires. C'est-à-dire que vous êtes salarié chez un intérimaire et vous changez d'entreprise tout en ayant les avantages d'un salarié. Et ça marche du feu de Dieu. Alors, ce n'est pas encore un raz-de-marée. Ça a été pris, c'est une disposition qui est passée avant la loi El Khomri, c'est passé en 2014, un peu sous les radars. Et en fait, je discutais avec les gens de Randstad, là, ils lancent là un programme de 1000 embauches de CDI, quand même, comme ça. Et une autre petite anecdote sur le coworking, ce qu'on voit beaucoup, nous, ce qu'on observe dans les très grandes entreprises, c'est qu'elles sont en train vraiment d'ausculter ce qui se passe dans le monde des startups. Alors, ça a commencé plutôt sur la communication, où on prend des petites participations. Et maintenant, ça va beaucoup plus loin. Là, il y a un exemple. Par exemple, en ce moment même, au siège de L'Oréal, il y a un étage où il y a une start-up qui s'est installée pendant 15 jours, qui s'appelle My Little Paris, qui est maintenant une assez grosse start-up. Mais ils sont comme dans un aquarium avec les gens qui regardent comment ça se passe dans une start-up. Je reviens, c'est un peu ce que disait Héloïse sur les deux mondes. Et ces deux mondes étaient complètement différents et tout ça commence à un peu se mélanger. C'est un peu du coworking, parce que le coworking, on a toujours l'image de plusieurs start-upers ou indépendants qui se mettent entre eux, mais là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est très grandes structures, toutes petites structures qui essayent de se mettre ensemble. Et c'est pas du tout évident, parce que généralement la grande structure elle a tendance à avaler la toute petite. C'est assez naturel. Mais est-ce que justement, pour revenir sur la comparaison, sur les questions que vous posez à la fois sur le coworking et sur le télétravail, parce que je trouve que les deux concepts se complètent assez bien et se sont intéressants à envisager ensemble. Parce que déjà, donc, pour commencer avec le télétravail et ensuite revenir sur le coworking, souvent on envisage justement, est-ce qu'on prend 1 jour, 2 jours ou plus de télétravail? Mais une autre question qu'il faut se poser au moment où on démarre le télétravail, c'est pour quelles activités intellectuelles ou pratiques le télétravail va être productif et quelles sont les activités qu'il vaut mieux faire au sein de l'entreprise. Et ça peut
ça peut changer beaucoup de choses. Et là, le coworking intervient. Quelles sont les mêmes questions? Quels sont les meilleurs, les moments les plus adéquats pour développer du coworking et quels sont les moments où il faut savoir s'isoler? Et ce que j'avais trouvé très intéressant dans mon expérience en start-up, c'est que si on éprouvait le besoin d'avoir un jour de télétravail, évidemment, il fallait en parler avec l'équipe, il fallait prévenir à l'avance, mais on pouvait le faire. Et en revanche, l'espace de coworking, c'était l'espace justement que tout le monde imagine, avec 5 ou 6 startups dans le même espace, qui était très intéressant parce qu'il permettait de parler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes problématiques, et donc de trouver des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé seul, mais qui finalement pouvaient parfois, au moment où on avait vraiment besoin de prendre du recul sur les choses, empêcher de prendre ce recul. Dans la mesure où on était tout le temps tous ensemble, et qu'il était difficile parfois d'avoir un moment vraiment à soi pour réfléchir seul à un sujet. Et là, les deux thématiques se répondaient complètement, et c'était très intéressant. Yves Troussel, une petite réaction, et puis on prend la dernière question. Oui, non, juste une remarque. Pareil, tombons pas dans le piège des outils ou de nouveaux trucs qui marchent. Vous savez, vous pouvez être dans une réunion de travail, physiquement au même endroit, tout le monde est absent, alors qu'on est à 1 mètre l'un de l'autre. C'est quoi qui fait qu'on va être présent? C'est quoi qui va relier les gens? C'est que le projet est clair, c'est que le projet est partagé. C'est-à-dire que les gens qui sont là au même endroit ou à 10 000 km par télétravail, etc., ont compris le projet, ont envie de ce projet, il est clair, ils ont envie de coopérer, ils ont envie de collaborer. Et là, ça va marcher, que vous soyez sur Internet, que vous soyez physiquement présent, etc. Si le projet n'est pas clair, si l'envie de collaborer n'est pas là, quel que soit l'outil que vous trouverez, ça ne fonctionnera pas. On revient, vous l'avez dit tout à l'heure, à des choses de très simples. Simplement, il faut revenir à du bon sens et simplifier les choses. En tout cas, c'est mon avis. Un autre point de vue sur... alors, on parle aussi de méta-entreprise, c'est-à-dire je sors de mes frontières et je vais chercher tout un tissu, un écosystème, etc. Alors moi, je vais vous donner une référence. Le patron de la R&D depuis 2 ans chez Airbus, il s'appelle Paul Eremenko. Il vient de la Silicon Valley. Alors, il a dit une seule chose. C'est notre mission, c'est bouleverser Airbus et l'aéronautique tout entière. Voilà ce qu'il dit. Donc, on est en train de s'accrocher au bastingage, parce que c'est en train de secouer, ça je peux vous le dire, parce qu'il vient du monde de la start-up. Et un exemple, je termine par cet exemple, il y a un illuminé qui s'appelle Elon Musk. Alors Elon Musk, je ne sais pas si vous connaissez, aujourd'hui il est citoyenneté américaine, mais lui il a dit, c'est celui qui a fait PayPal, puis qu'il a revendu, qui a fait cash sur... voilà. Puis il s'est attaqué, il a dit je vais faire des voitures électriques. Donc il a bousculé tout le modèle. Un jour ça l'a pris, il a dit bon, on va envoyer des gens sur Mars. Puis au passage, je vais faire des fusées. On souriait il y a 5 ans, maintenant on ne sourit plus du tout, parce qu'il a juste révolutionné ce qui était un système protégé, qui était l'espace, qui relevait de la stratégie pour les États. Voilà, il a juste révolutionné ça. Et ça, grande entreprise ou petite entreprise, tout le monde a compris que maintenant, on est capable de tout bouleverser, parce que le numérique, parce que les moyens le permettent. Et donc, du coup, vous voyez que petite ou grande, elle se rapproche à la vitesse grand V, parce qu'on a à apprendre les uns des autres. Allez, la dernière question, puisqu'il pleut, et après on arrête. Alors, voilà, pour la dernière question. Ça secoue chez Airbus, oui. On a fait 2 pages là, avec votre jeune homme à la R&D, oui. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions, c'est super intéressant, mais j'entends pas beaucoup parler du sujet de l'écologie, principalement dans la métallurgie, où on sait que c'est une industrie qui pollue beaucoup et qui nuit aussi au confort des salariés. Donc je voulais savoir si les chefs d'entreprise avaient conscience de ça, parce que par exemple, je suis très inspiré par l'entreprise Porquero, est-ce que vous la connaissez ? Emmanuel Durion qui apparaît dans le film Demain, une entreprise de lettres qui fabrique en fait des enveloppes et qui a tourné toute son entreprise autour de l'écologie. Il a fait installer par exemple des ruches sur ses toits et il a travaillé très localement pour réduire le bruit de son entreprise, pour le confort des habitants par exemple. Donc je voulais savoir si
si dans le milieu de la métallurgie, on avait cette notion. Moi, c'est un grand sujet. On est un petit peu éloigné de l'organisation du travail. On va essayer de se remettre dedans. Je voudrais juste dire quand même que la métallurgie, c'est pas ce qu'on imagine. Hein. Dans la métallurgie, il y a IBM, il y a voilà. Hein, c'est pour ça que vous devriez changer le nom métallurgie parce que voilà, c'est pas que des usines avec de la fumée qui sort et des ateliers où on sort tout poisseux. Je voudrais juste peut-être, mais alors, essayer de nous recentrer, parce que là, on ne va pas ouvrir une table ronde sur l'écologie. Hein, je suis désolé, mais c'est vraiment un tellement vaste sujet. Juste une automobile, c'est recyclable à 97%. Je ne vous parle pas de la pollution CO2 et azote. Hein, je vous parle du recyclage. Hein. L'éco-conception est aujourd'hui quelque chose qui est intégré le plus en amont possible. Et aujourd'hui, on ne construit plus un avion, une automobile, un bateau sans penser déconstruction derrière. D'accord ? Donc, recyclage. La donne environnementale, c'est quelque chose qui est aujourd'hui intégré par tout le monde et tous les employeurs, enfin en tout cas tous les employeurs responsables. Il reste certes ce qu'on appelle par exemple des électro-intensifs, c'est-à-dire si vous voulez produire du ciment, vous consommez de l'énergie. Évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça n'a pas de sens de produire du ciment en Chine. Hein. Il faut le produire au plus près des maçons. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, même si je suis d'accord avec vous, Pierre-Henri, métallurgie, c'est connoté, on n'arrive pas à en changer, mais on y arrivera bien, on finira bien peu. Mais oui, aujourd'hui, c'est pris en considération. Des entreprises, des grandes entreprises recyclent pratiquement 98% de ce qu'elles produisent en termes de déchets, etc. Vous voyez, en termes d'eau usée, de tout ce que vous voulez. Après, le concept de l'automobile et de la mobilité, c'est autre chose. Mais je peux vous assurer que c'est une constante aujourd'hui. Il faut être fou, je vais le dire autrement, il faut être fou pour oublier ce paramètre. Il se trouve que le citoyen que je suis, que nous sommes, n'a pas envie de vivre dans un environnement encore plus pollué que ce qu'il est. Donc voilà, c'est pris en considération par tout le monde. Vous savez, je suis allé en Chine en 2005. Les Chinois nous ont dit la chose suivante. Nous serons le premier... 2005, hein, on est au centre du parti. C'est une belle université tout en marbre. Et il nous avait dit la chose suivante, et les journalistes posaient la question qui était avec nous, il nous avait dit, nous serons le premier pays qui développera la voiture électrique de façon massive. Et ils ont raison, parce qu'ils ont pris conscience, et ce qu'ils nous disaient, on n'a pas plus envie que vous de polluer nos enfants. Certes, on connaît le problème, certes, on ne va pas le résoudre en 10 ans, mais faites-nous confiance sur notre capacité à programmer les choses, et on y arrivera. Et je pense qu'ils seront le premier pays qui massivement déploieront, par exemple, les véhicules électriques. Ok, merci beaucoup. Donc, ils vont déployer des véhicules électriques, mais de façon massive. Donc, il va y avoir des centrales nucléaires partout en Chine. Mais c'est un autre débat. Et je vous remercie beaucoup.